Bonjour Monsieur Mbelou. Bonjour Monsieur Etienne Ngando. Bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, au cours d'un point de presse organisé cette semaine à Kinshasa, Raymond Tshibanda, ministre congolais des Affaires étrangères, a invité les rebelles du M23 à cesser d'exister comme un mouvement politico-militaire. Ça, c'est ce qu'il a dit. Et cette semaine, nous avons appris que le gouvernement de Kinshasa et les M23 se retrouvent de nouveau à Kampala pour harmoniser l'accord final. Monsieur Mbelou, pourquoi aller négocier avec un mouvement rebelle à qui on demande de cesser d'exister? C'est un signe que ce n'est pas Monsieur Tshibanda Ntungamulongo qui décide. Les décideurs sont ailleurs. Le Tshibanda et les autres sont des exécutants des ordres que les véritables acteurs de la tragédie congolaise essaie de donner. Vous avez là un exemple concret d'une contradiction liée au fait que ceux d'entre nous qui prétendent avoir le pouvoir au Congo n'en ont pas. C'est là un exemple et nous ne pouvons plus douter de cette hypothèse-là. Mais ce retour à Kampala après des tonitruantes déclarations des mains de Tshibanda, Monsieur Mbelou, cela n'illustre-t-il pas les incohérences dans la politique du gouvernement de Kinshasa dans cette affaire? Donc, la politique du gouvernement de Kinshasa semble manquer totalement de lisibilité. Ce n'est pas de l'incohérence, c'est simplement le fait que ce ne sont pas les mains de Tshibanda qui décident un point et un trait. Et puis, essayons d'analyser un peu en profondeur ce qui est en train de se passer dans cet espace-là de la sous-région des Grands Lacs. Il y a une résolution qui a été prise par l'ONU et avant de prendre cette résolution-là, les États-Unis n'avaient pas accepté que les pays africains qui voulaient intervenir pour pouvoir lutter contre les forces négatives à l'est de notre pays le fassent sans le mandat de l'ONU. C'est d'abord un signe que tout ce qui se fait doit pouvoir être contrôlé par l'ONU qui est le véritable responsable du Congo, c'est-à-dire si nous pouvions parler d'une institution sous la tutelle de laquelle fonctionne le Congo aujourd'hui, c'est l'ONU. Quand vous essayez de voir les choses telles qu'elles se passent dans notre pays, c'est l'ONU qui assume aujourd'hui réellement les fonctions régaliennes dévolues à tout État souverain. C'est un. De deux. Quand vous lisez la résolution telle qu'elle a été libellée, vous vous rendez compte que le M23 n'est pas concerné par cette résolution-là directement, ce qui fait que il a dû réagir. Mais le fait que le M23 puisse ne pas être désigné par cette résolution-là signifie que le M23 n'est que la face visible de l'iceberg, et l'iceberg c'est le Rwanda et ses parents, le Rwanda, l'Ouganda et leurs parents. Donc que le M23 puisse être concerné par cette résolution-là ou pas, les véritables acteurs opèrent dans l'ombre du M23, et c'est ainsi que ils essaient de le manipuler à leur guise. C'est une deuxième considération. Une troisième considération. Cette fameuse résolution, peut-être que nous y reviendrons, est une bombe pour notre pays. J'ai dit cela dans la mesure où cette résolution met toute la résistance congolaise dans les forces négatives. Et comme je vous le disais déjà lors de la dernière émission, il y a un blanc-seing qui est offert au pouvoir usurpateur de Kinshasa et qui n'est rien d'autre, encore une fois, qu'une marionnette de forces d'occupation du Congo.
En parlant de l'ONU, nous avons appris que les préparatifs du déploiement de la brigade d'intervention au Nord Kivu sont très avancés. C'est ce qu'a indiqué Roger Miss, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC le vendredi 5 avril à Goma. Monsieur Mbelou, pourquoi Kinshasa pense-t-il que cette fameuse brigade lui servira de bouclier contre le Rwanda et l'Ouganda? Non, sachant que les véritables acteurs de cette tragédie-là, ce sont des joueurs de billard. Sont des joueurs de billard. Ils lancent plusieurs balles à la fois. Je veux peut-être m'expliquer pour que vous me compreniez mieux. L'ONU, le gouvernement de Kinshasa, Kigali, Kampala, le M23 sont des billards entre les mains des acteurs pléniers. Ce sont les mêmes acteurs pléniers qui travaillent à manipuler ces billards. Donc, ils tirent plusieurs balles à la fois. Ils font semblant de nous faire croire qu'il y a des antagonismes qui devraient être dépassés entre ces différentes forces. Et pourtant, ce sont les mêmes acteurs pléniers qui manipulent ces différentes forces. Mais pour nous donner l'illusion qu'il y a quand même de la politique qui se fait à l'est de notre pays, on nous les présente comme étant opposés les uns aux autres, comme étant appelés à travailler les uns pour la protection des autres, mais c'est une même manipulation qui opère, c'est une même instrumentalisation de plusieurs balles tirées par les acteurs pléniers qui ne visent qu'une seule chose, la permanence de la guerre, le pillage des ressources minières dont regorge notre pays, le contrôle de ces ressources minières dont regorge notre pays, et cela en permanence, l'accès à une main-d'œuvre à bas coût, ainsi de suite. Il n'y a que cela. Toutes ces manœuvres contribuent à orchestrer un chaos qui rende cette guerre-là permanente. Alors, Monsieur Mbelou, lorsque Mende et Chibanda ont organisé la conférence de presse à Kinshasa, où ils ont fait des déclarations tonitruantes sur les M23, l'appelant à disparaître et à ne plus exister, n'est-ce pas parce qu'ils avaient des garanties que cette fameuse brigade allait être déployée et qu'elle leur servira de bouclier contre ces forces? Non, monsieur Etienne Nando, que cette brigade puisse être déployée ou pas, il y a ceci que vous ne semblez peut-être pas voir. Il y a d'autres M23 qui opèrent déjà à l'intérieur de notre pays. N'oubliez pas que la partie du M23 qui s'est réfugiée au Rwanda a été, dit-on, et moi je n'y crois pas, désarmée, et l'un des ministres du Rwanda demande que ces messieurs-là puissent se convertissent en réfugiés. Comme ça, le HCR pourra étudier la probabilité de leur retour au Congo comme réfugiés. Mais regardez ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, on accumule ces gens-là au Rwanda et avec ce que nous appelions dernièrement la nationalité, l'identité flottante, ils vont être regroupés là-bas avec les Congolais et les Rwandais qui auront envie de pouvoir retourner au Congo et de continuer à régner comme sur un territoire conquis. Et c'est comme ça que les choses avancent, parce que l'état permanent de la guerre doit être entretenu. Alors maintenant, quand Mende et Chibanda parlent, c'est simplement pour nous donner l'illusion qu'ils font de la politique. Et pourtant, ils ne font pas de la politique. Ils exécutent des ordres. Ils ne font rien d'autre qu'exécuter les ordres qui sont donnés de l'extérieur par les acteurs pléniers. Nous ne devons pas perdre cela de vue. Si la guerre prend fin dans cette sous-région des pays de Grand Lac, il faudra qu'un jour, la vérité puisse être dite sur cette guerre-là et que les véritables acteurs et commanditaires de cette guerre puissent être, par exemple, déférés devant la justice. Or, la guerre prend du temps parce que on ne voudrait pas en arriver là. C'est un chaos orchestré
comme cela se passe dans beaucoup d'autres pays, comme cela s'est passé par exemple en Irak, comme cela est en train de se passer en Afghanistan, comme cela se passe en Syrie, ce sont les mêmes acteurs qui orchestrent le chaos. Toujours à propos de cette brigade, hein, l'ambassadeur russe à Kinshasa a déclaré ceci mardi 2 avril que la RDC devrait profiter de l'arrivée de la brigade d'intervention de la MONUSCO pour se doter d'une armée efficace et dissuasive afin de ne pas toujours compter sur la communauté internationale. Vous pensez que cela va être entendu par Kinshasa? Cet avis-là est très intéressant. Vous avez là affaire à un acteur diplomatique qui sait comment fonctionne cette fameuse communauté internationale. Cet avis qu'il donne, c'est un avis informé. Mais est-ce que Kinshasa pourra tirer parti de ce conseil qui lui a été prodigué? Je ne pense pas beaucoup. Pour la simple raison que Kinshasa n'a aucune effectivité du pouvoir. Le jour que Kinshasa aura l'effectivité du pouvoir, il devra d'abord commencer par expurger les éléments nuisibles qui sont dans l'armée congolaise, qui sont pour la plupart les ex-membres du FPR et d'autres armées criminelles de la sous-région des Grands Lacs. Le jour que le Kinshasa devra réellement décider de l'orientation de sa politique et de sa diplomatie, il pourra, par exemple, mettre sur pied une armée républicaine. Mais tout est fait pour que cela ne puisse pas être possible avec les marionnettes manipulées actuellement. Le porte-parole militaire de la MONUSCO en RDC, le lieutenant-colonel Félix Bass, a déclaré que la brigade d'intervention de la MONUSCO travaillera de concert avec les forces armées de la RDC dans l'est du pays. On peut se poser la question, de quelle armée parle-t-il quand on sait que celle-ci est infiltrée par des individus à identité flottante, comme Bosco Tanganda par exemple? Vous posez une question très importante. Comme je vous le disais au début de notre émission, c'est l'ONU qui assure la sécurité des personnes et des biens au Congo. C'est l'ONU qui est la véritable responsable de notre pays. C'est l'ONU qui assume comme bon lui semble les fonctions régaliennes de notre pays, mais de temps en temps, elle fait semblant de pouvoir travailler avec une armée inexistante et avec quelques bandits et criminels qui ont été impliqués dans plusieurs crimes commis dans notre pays et surtout à l'Est. Donc l'ONU fait semblant de nous faire croire qu'il y a une armée au Congo et qu'elle ne fait qu'aider, apporter une aide circonstancielle ou ponctuelle. Mais c'est faux. Et je vous renvoie, monsieur Etienne Nandou, à un chapitre très très important du livre que nous avons publié et dont je parle ces derniers temps. C'est le chapitre 11 tel qu'il est écrit par Emmanuel Kabongo Malou, et ce chapitre est intitulé Décadence et disparition du Congo comme peuple historique, analyse phénoménologique de l'identité collective perdue. Notre livre, j'en rappelle le titre, c'est La République démocratique du Congo face au complot de balkanisation et d'implosion. Et faisant allusion à l'ONU dans ce chapitre, M. Emmanuel Kabongo Malou dit ceci. Ainsi, la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, MONUSCO en sigle, qui caractérise la gouvernementalité mondiale de la RDC, est dotée dans son mandat par le Conseil de sécurité de prérogatives régaliennes de l'État congolais, à savoir la sécurisation des personnes et des biens, la sécurisation des frontières, la stabilisation de la RDC. La MONUSCO n'est pas un gouvernement parallèle, mais
un véritable gouvernement avec ses forces armées, avec ses forces de police et de sécurité, dotées d'un budget lourd et des matériels puissants, et qui informe régulièrement ses administrés, que sont les Congolais, par sa station radio, lors des conférences de presse hebdomadaires et congolais, par sa station, sur la sécurité au Kivu, dans le Kasaï, à Bunia, comme un gouvernement légal et légitime. Donc cet extrait est très, très important. Alors, quand on n'arrive pas à découvrir le fonctionnement de l'ONU chez nous, tel qu'il est décrit par Emmanuel Kabongo Malou, on ne comprend pas grand-chose à ce mode opératoire. Donc, je recommande vivement ce livre qui porte des enseignements très, très importants pour notre devenir collectif. Des soldats rwandais et ougandais auraient encore traversé la frontière congolaise. Selon plusieurs sources crédibles, le mouvement a été constaté dans les territoires de Rutshuru par la société civile du Nord Kivu et les journaux Le Potentiel de Kinshasa qui rapporte également cette information se pose la question, est-ce que l'histoire va-t-elle se répéter, Monsieur Mbelou? L'histoire va-t-elle se répéter? L'histoire ne va pas se répéter, l'histoire est en train de se faire telle qu'elle est décrite là, c'est-à-dire, je vous rappelle que je vous ai dit que nous avons affaire à des joueurs de billard. Ils vont vous dire officiellement une chose, mais officieusement, ils travaillent avec plusieurs balles à la fois. Ils travaillent avec l'ONU, ils travaillent avec le Rwanda, ils travaillent avec l'Ouganda, ils travaillent avec le M23, ils travaillent avec le gouvernement fantoche de Kinshasa, mais pour servir une même cause, une guerre permanente de prédation et d'implosion du pays. C'est toujours important d'avoir cela présent à l'esprit. Si nous perdons de vue la férocité de cette guerre permanente et le cynisme de ceux qui opèrent dans l'ombre pour qu'elle ne prenne pas fin, nous ne comprendrons rien à tout ce que nos journaux racontent. Et malheureusement, quand le journal Le Potentiel écrit cet article-là, il oublie de mentionner que cette traversée de notre territoire se fait après qu'il y ait eu à Oyo une rencontre entre Sassou Nguesso, Kabila, Museveni et Kagame. Vous voyez, ils ont pris le temps de se concerter pour pouvoir poursuivre le travail, la mission qui leur a été confiée. Et nous disions, à ce moment-là, j'ai lu certains journaux de Kinshasa qui applaudissaient, qui disaient, voilà, maintenant, ils se rendent compte que tout va aller bien comme dans le meilleur des mondes. Non, non. Ces messieurs-là ont leur mission, ils essaient de l'accomplir contre vents et marées, ils veulent à tout prix aller jusqu'au bout, c'est-à-dire à la balkanisation et à l'implosion de notre pays. Comme ça, nous aurons des petits États faibles et corvéables à merci. Depuis le 1er avril, le Rwanda a accédé à la présidence tournante du Conseil de sécurité de l'ONU. Human Rights Watch avait protesté en octobre 2012 contre l'élection du Rwanda au Conseil de sécurité, estimant que la présence du Rwanda à ces sièges aura un impact négatif sur les populations congolaises victimes de la guerre à l'est de la RDC. Pensez-vous également que cela aura un impact négatif sur nos populations victimes de la guerre? Mais l'impact négatif est toujours visible. Nos morts ne comptent pas autant que les morts du Rwanda, par exemple. Et les résolutions prises, tous les rapports qui ont été rédigés sur les crimes commis chez nous n'ont jamais été exploités de manière que la plupart des criminels impliqués dans ces crimes puissent être déférés devant les cours et les tribunaux. L'impact négatif ne sera pas lié au fait que le Rwanda est désormais membre du Conseil de sécurité. L'impact négatif est beaucoup plus lié au fait que
l'ONU est un instrument de néocolonisation de l'Afrique et je dirais même du monde. C'est un instrument entre les mains des impérialistes et des néocolonialistes. Hein, qu'un membre ou un autre entre au Conseil de sécurité, ça ne change rien au rôle que cet organisme est en train de jouer aujourd'hui. Rappelez-vous que lors de l'une de nos émissions, j'avais fait allusion aux propositions faites par Hubert Védrine qui estimait que l'ONU, dans sa configuration actuelle, ne représente plus les pays du monde convenablement et qu'il était important qu'elle puisse être restructurée de façon que plusieurs pays du monde puissent participer aux décisions qui sont prises sur leur compte, par exemple. Aujourd'hui, 7 avril 2013, les Rwandais commémorent le 19e anniversaire du génocide rwandais. Monsieur Mbelou, le régime de Kigali met régulièrement en avant ces génocides pour justifier ses multiples interventions militaires au Congo. Qu'est-ce que nous, Congolais, devrions faire pour faire passer notre message des millions de morts qu'il y a eu à l'est du pays? Pourquoi notre voix ne porte-t-elle pas? Tout à l'heure, là, vous avez affirmé que nos morts sont moins importants que ceux du Rwanda. C'est l'impression que la fameuse communauté internationale est en train de nous donner. Mais n'oubliez pas qu'au jour d'aujourd'hui, tout en reconnaissant le génocide Tutsi, il y a aussi des Hutus qui affirment que les Hutus ont été aussi victimes du génocide. Il y a eu un double génocide. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles Madame Victoire Ingabire est en prison. Pour le régime de Kigali, elle ne pouvait pas soutenir que les Hutus ont été aussi massacrés, tués de la même façon que les Tutsis. Et aujourd'hui, il y a des acteurs de l'intérieur. De temps en temps, j'ai fait allusion au docteur Théogène Rudasingwa qui affirme qu'il y a eu des morts de part et d'autre et que celui qui a été à la base de ces génocides-là, c'est M. Paul Kagame qui a donné des ordres pour qu'on puisse tirer sur l'avion de M. Adi Harimana. Le docteur Rudasingwa parle encore aujourd'hui et en ces termes-là. Rappelez-vous que lors de l'une de nos émissions, je vous ai renvoyé à une rencontre qu'il y a eu le 15 décembre, pardon, à Bruxelles, une rencontre à laquelle avait participé un ex-ambassadeur américain au Burundi, et cet ambassadeur avait dit ceci, et noir sur blanc: au Rwanda, Kagame ne vole pas tout simplement les élections, il vole aussi les vies. Hein, il présentait le président du parti démocratique, du parti pour la démocratie au Rwanda, Monsieur Paul Roussassebi, moi je ne prononce pas très bien le nom, comme étant une alternative à Paul Kagame. Et vous voyez, il y a déjà beaucoup d'acteurs qui aujourd'hui essayent de montrer qu'il n'y a pas eu de morts que d'un seul côté. Il y en a aussi du côté des Hutus. Et ces acteurs ces acteurs disent cela pour avoir joué un rôle important lors de ce double génocide au Rwanda même. Hein? Le docteur Théogène Rudasingwa, dont je parle, n'avait pas été n'importe qui. Il a été secrétaire général du PPRD, pardon, pas du PPRD, du FPR, et il a dû représenter le Rwanda comme ambassadeur aux États-Unis, et ça a été l'un des bras droits de M. Paul Kagame. Et au moment où nous parlons, M. Théogène Rudasingwa s'est présenté comme témoin aux États-Unis dans le procès opposant M. Paul Kagame aux épouses des présidents assassinés
qui ont péri dans l'accident de l'avion du 6 avril 1994, l'épouse de Habyarimana et l'épouse du président burundais. Hein, souvenez-vous que lors de l'une de nos émissions, nous avions fait allusion à l'immunité que Barack Obama réclamait pour M. Paul Kagame. Donc vous voyez, il y a Monsieur Mbelou, pour revenir à nous Congolais, la question que je me posais, pourquoi notre voix ne porte pas? Pourquoi tous ces morts congolais sont ignorés? Je pense que on ne va pas faire des comptabilités macabres, mais chez nous, il y a eu certainement plus de morts qu'au Rwanda. Mais pourquoi la communauté internationale ferme les yeux sur cette situation-là? Mais je vous poserai à mon tour une question. Est-ce que la fameuse communauté internationale parle des morts irakiens, afghans, syriens, dans le sens de chercher à arrêter les responsables de tous ces massacres, de tous ces assassinats-là? Non. Je reviens à quelque chose qui me paraît essentiel. Le capitalisme sauvage, qui est la matrice organisationnelle de la guerre permanente qui se mène à travers le monde aujourd'hui, mais aussi au Congo, ne comptabilise pas les morts. Les morts sont mis dans le paquet des dégâts collatéraux. Le capitalisme sauvage, matrice organisationnelle de la guerre de basse intensité qui se mène au Congo, ne comptabilise pas les coûts humains. Ce qui importe pour le capitalisme sauvage, pour le marché financier, c'est le maximum de profit possible. Si nos morts peuvent contribuer à faire du profit pour le marché capitaliste et financier, cela n'importe peu. Non, ce n'est pas un marché financier moral. Non, le capitalisme sauvage n'a rien à voir ni avec la morale, ni avec l'éthique. Les petites mains du capitalisme sauvage n'ont rien à voir ni avec la morale, ni avec l'éthique. Nous devons pouvoir avoir ces histoires-là en tête. Nos morts ne peuvent pas être comptabilisés par le capitalisme sauvage. Donc, si de temps en temps, avec le lobby que mène le Rwanda, on parle du génocide rwandais, c'est pour justifier la permanence de la guerre au Congo, hein, pour justifier le pillage et la prédation qui se pratiquent chez nous et qui font que aujourd'hui, M. Paul Kagame, criminel présumé de tout ce qui se passe chez nous, est présenté comme le meilleur président de la sous-région des Grands Lacs. Pourquoi? Parce que M. Paul Kagame serait en train de remettre économiquement le Rwanda sur les rails. Autre chose, dans une lettre ouverte de 11 pages adressée à Joseph Kabila samedi 30 mars, Modeste Mutinga dénonce ce qu'il appelle l'impuissance de l'État congolais face à la criminalité qui gagne tous les domaines de la vie. Monsieur Mbelou, est-ce que cette sortie vous paraît sincère ou s'agit-il d'un positionnement d'un cacique du régime dans une majorité kabiliste que certains observateurs décrivent comme rongée par des profondes divisions internes? Si vous prenez la lettre de M. Modeste Mutinga, vous la lisez assez sérieusement et que vous prenez le rapport de la Fédération internationale des droits de l'homme, le rapport qui avait été publié en 2009, le rapport a été intitulé « La dérive autoritaire en RDC ». Si vous prenez plusieurs articles, vous prenez par exemple les différentes lettres pastorales de nos évêques, vous retrouvez les mêmes griefs que ceux formulés par M. Modeste Mutinga. Et je dirais, à cette étape de notre analyse, que cette lettre-là a la chance d'exister. Mais, c'est une lettre ahistorique.
Vous savez, quand Modeste Mutinga termine cette lettre-là en disant Monsieur le Président, qu'on ne vous trompe pas que je suis en train de chercher le pouvoir parce que vous et moi, nous sommes au pouvoir. Monsieur Modeste Mutinga passe à côté de la plaque. Comment expliquerait-il qu'eux qui sont au pouvoir n'arrivent pas à transformer le Congo depuis qu'ils sont au pouvoir? Ça, c'est une première question. Une deuxième, comment monsieur Modeste Mutinga en arrive-t-il à oublier que quand il a été président de l'autorité, de la haute autorité des médias, il a contribué au cafouillage qui a favorisé le positionnement actuel de monsieur Joseph Kabila après les élections bidons de 2006, si je vous rappelle, que la haute autorité de médias avait interdit le débat entre M. Joseph Kabila et M. Jean-Pierre Bemba. La haute autorité de médias avait interdit que les médias congolais ne puissent pas, par exemple, poser la question de la congolité de M. Joseph Kabila. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, tout débat lié, par exemple, aux études de M. Joseph Kabila avait été exclu de l'espace public. Quelque part, ce que Modeste Mutinga critique aujourd'hui comme résultat de course du séjour de M. Joseph Kabila à la tête de notre pays devrait être assumé et par lui et par ses autres amis qui ont contribué à faire de Joseph Kabila ce qu'il est aujourd'hui. Une troisième considération. Cette lettre n'a pas sa raison d'être parce que elle est adressée à un pouvoir usurpateur. Quand M. Modeste Mutinga s'adresse à M. Joseph Kabila comme président de la République de la République démocratique du Congo, il omet d'ajouter qu'il est là après un coup d'État qu'il a fait au pays après les élections, la mascarade électorale de décembre 2011. Et je vais ajouter un dernier élément. Quand vous avez lu le dernier livre de Monsieur Chalonana, l'Europe, crime, le sous-titre ne vient pas facilement. Europe, crime au Congo, le sous-titre, le document qui accuse. Quand vous avez lu ce dernier livre de Chalonana, vous vous rendez compte que cette lettre-là ne signifie absolument rien parce que les élections de 2011 comme celles de 2006 ont été des élections arrangées pour que les acteurs extérieurs aient au pays ce monsieur-là qu'on appelle aujourd'hui président de la République. Donc, il y a une violence que M. Modeste Mutinga est en train de faire à notre histoire comme pour la falsifier. Voilà. Mais hélas, il a écrit, la lettre a été lue, il ne dit presque pas quelque chose de neuf, mais la personne à laquelle il adresse cette lettre n'est pas la personne indiquée parce que c'est un pouvoir, il fait partie du pouvoir usurpateur, de la tricherie, de la fraude, mais aussi de l'imposition de l'extérieur, comme c'est très très bien dit dans le livre de Chalonana que je viens d'évoquer. Très bien. Une motion de défiance initiée par les députés Baudouin Mayo de l'Union pour la Nation, parti de Vital Kamerhe, contre le Premier ministre Matata Mponyo a été retirée faute de n'avoir pas recueilli les 125 signatures comme l'exige la Constitution. Et malgré cet échec, l'auteur de la motion s'est réjoui de ce qu'il appelle la naissance de la nouvelle conscience politique. Y avez-vous vu également la même chose? Monsieur Etienne Ngandou, j'aimerais d'abord corriger le titre du livre de Monsieur
Chalonana, c'est Europe, censure et crime au Congo, les documents qui accusent. C'est important que le titre puisse être exact. Ah, très bien. Ce qui se joue aujourd'hui dans notre pays, ce n'est pas de la politique. Je ne vous le dirai jamais assez. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons des messieurs qui se rencontrent, qui ont été pour un certain nombre désignés pour qu'ils aillent servir de caisse de résonance à ce qu'on appelle abusivement aujourd'hui l'Assemblée nationale. Et ces messieurs-là font semblant de faire de la politique. Depuis qu'ils sont là, nous ne voyons pas ce qui change dans notre pays. Alors, ils peuvent initier des motions comme ils l'entendent, mais c'est parce qu'ils doivent jouer, tout simplement. Ils jouent, ils blaguent, ils n'ont aucune souveraineté. Ils ne jouissent d'aucune légitimité. Si les institutions au sein desquelles ils fonctionnent peuvent être considérées comme légitimes, mais eux-mêmes ne jouissent d'aucune légitimité. Je vous ai renvoyé à un chapitre que je trouve très intéressant dans notre livre, le chapitre de M. Emmanuel Kabongo. Quand vous lisez ce texte-là, si vous n'êtes pas courageux, vous allez pleurer. Pourquoi? Toutes nos institutions sont infiltrées de l'intérieur et par les agences occidentales. Et ce sont ces agences-là, ce sont les agents de l'Occident qui, à un certain moment, mènent la politique entre griffes au sein des ministères. Et vous n'entendrez jamais ces fameux députés poser la question de la gensification de nos ministères. Donc nous n'avons plus de pays, M. Etienne Ngandou. Nous n'avons plus de politique chez nous, M. Etienne Ngandou. Tout est pipé. Les dés sont réellement pipés. Je vous défie de lire calmement le chapitre 11e de notre livre. Je vous dis que si vous n'êtes pas courageux, vous allez devoir pleurer. Les dés sont tellement pipés que les gesticulations de ces messieurs-là ne devraient pas susciter quelque intérêt de notre côté. Du moment que nous n'avons pas encore un pays souverain, émancipé des forces de la mort, ces messieurs-là peuvent gesticuler autant qu'ils veulent. Ils ne changeront absolument rien au devenir collectif de notre pays. Très bien. Pour finir, un mot sur cette affaire Denis Lessi, que l'on peut classer comme un fait divers. Sans vouloir entrer dans les fonds qu'on ne maîtrise pas très bien, mais la forme semble poser un vrai problème. Tous ceux qui ont suivi les images de Kinshasa ont certainement remarqué que le groupe a été présenté au ministre de l'Intérieur qui jouait le rôle de procureur général et le général Eleko, celui des substituts. Oleko Oleko, voilà. Et aucun avocat pour représenter ces groupes. Voilà la justice dans la République de Joseph Kabila. C'est une situation qui paraît totalement surréaliste qu'on ne peut pas voir dans un pays de droit. Mais nous n'avons pas de pays de droit. Je ne vous le dirai jamais assez. Ça, c'est de deux. Ce qui est arrivé à Denis Lessi prouve à suffisance comment, à un certain moment, la religion peut être instrumentalisé dans un pays qui n'est effectivement pas un état de droit démocratique. Ce qui est arrivé à Denis Lessi prouve aussi ceci que les différents ministères ne sont pas assumés en fonction des compétences, mais c'est le clientélisme qui joue. Ce qui est arrivé à Denis Lessi prouve encore ceci que la religion, à un certain moment, peut devenir l'opium d'un peuple. Et surtout, un peuple qui croupit dans la misère. Ce sont les petits malins qui essaient d'en tirer profit. On va voir ce que ça va donner comme résultat après
les fameuses enquêtes et les instructions qui sont en train d'être menées. Mais encore une fois, ce qui est arrivé... Monsieur Mbelou, oui. Ils ont été gardés pendant 1 mois dans les cachots de l'ANR. Et c'est seulement lorsque l'air proche s'est plaigné que voilà, cette conférence de presse a été organisée. Et on a appelé tout le monde... on diffuse les éléments d'enquête, mais la justice ne s'est pas encore prononcée par rapport à cela. Oui, mais c'est vrai que les fonds, on ne les connaît pas. Oui. Mais sur la forme, ça rappelle un peu ce qu'on a vu il y a 2 semaines avec le docteur Mukandi. C'est cette nouvelle forme de justice qu'il y a à Kinshasa où les ministres de l'Intérieur... Mais ce n'est pas de la justice, ça. Ce n'est pas de la justice. C'est bon, un semblant de justice. Hein? Vous ne pouvez pas, après avoir lu et critiqué la lettre de Modeste Mutinga qui nous permet de renvoyer à beaucoup d'autres documents allant dans le même sens, prétendre qu'il y a de la justice au Congo. Nous avons aujourd'hui un espace vague où ceux qui font semblant d'être responsables sont là pour juger de la vie ou de la mort de qui ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Hein? C'est un pays, un espace vague, livré à la mort, à l'arbitraire, à l'injustice, à la criminalité, à l'impunité. Voilà, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Mbelou, et à la semaine prochaine. Merci bien, Monsieur Etienne Nandou, et à la semaine prochaine.